Merci d'être là pour ce conseil communautaire exceptionnel. Normalement, pour la première fois, retransmis en direct à partir du site internet d'Argentan Intercom. Donc s'il y a des gens de l'autre côté de la caméra, on s'excuse parce qu'on a un peu de retard déjà. Voilà. L'essentiel de ce conseil communautaire portera, comme vous le savez tous, sur le CRTE, le contrat de relance et de transition écologique. Vous aurez à la fois sa présentation, c'est important de le présenter et d'en voir la réalité. Vous savez tous, vous connaissez tous la situation particulière pour la construction de ce CRTE qui a été faite quand même rapidement, voire très rapidement, et avec une perspective de courte durée quant à sa signature, puisque normalement elle est prévue demain matin. Voilà. Donc c'est évidemment un sujet important qu'il faut que nous ayons en tête les uns et les autres et que nous puissions porter. C'est la raison pour laquelle on va prendre un petit peu de temps pour que ça puisse vous être présenté. Avant que cela ne soit fait, je voulais qu'on puisse désigner le secrétaire de séance et faire l'appel nominal. Et normalement, le secrétaire de séance, ça doit être Julien Ladame, mais je ne le vois pas. Si, il est tout dans le fond là-bas, voilà. Et donc, je vais lui laisser la parole pour faire l'appel nominal. Merci, Monsieur le Président. Alain Ledentu, Nathalie. Aligné, Christophe. Absent à Isabelle Baucher. Madame Appert, Catherine. Madame Ballon, Michel. Monsieur Ballot, Jean-Philippe. Monsieur Bardin, Franck. Monsieur Beauvais, Philippe. Madame Bellache, Alexandra. Absente, pouvoir à Daniel Benoît. Monsieur Bélanger, Patrick. Madame Benoît, Daniel. Monsieur Berrier, Daniel. J'ai pas d'infos là. Personne n'en a. Monsieur Beucher, Christophe. Monsieur Bichon, Jean-Marie. Madame Blé-Leblond, Laetitia. Madame Boisseau, Nadine. Madame Baucher, Isabelle. Madame Bourdelat, Karine. Excusez, pardon. Monsieur Buon, Michel. Madame Choquet, Brigitte. Monsieur Christophe Hubert. Monsieur Claes, Patrick. Ah, j'ai pas d'infos là. Je sais pas. Monsieur Clérambeau, Thierry. Monsieur Coanon, Thierry. Monsieur Coupry, Pierre. Monsieur Delaballe, Stanislas. Madame Delaunay, Amélie. Excusez. Madame Derrien, Anne-Marie. Comment? Madame... Ah ben attends. Amélie Delaunay est remplacée par son suppléant qui est Jean-Louis Ribaud, qui est présent. Okay. Donc Madame Derrien, Anne-Marie. Absente, pouvoir à Michel Lerat. Monsieur Drouet, Nicolas. Excusez. Monsieur Drouin, Jacques. Madame Dupont, Cécile. Madame Dupont, Laure. Madame Écobichon, Florence. Absente, pouvoir à Jacques Prigent. Monsieur Frénéard, Guy. Monsieur Garnier, Philippe. Madame Gassot, Brigitte. Madame Gaillon, Sylvie. Excusez. Madame Geoffroy, Catherine. Madame Gobet, Karine. Monsieur Godet, Frédéric. Monsieur Gosselin, Alain. Monsieur De Gossancourt, Marc. Absent, visiblement. Ok. Madame Guillochin, Katia. Monsieur Houlier, Karim. Monsieur Gidoire, Philippe. Monsieur Joidet, Yannick. Monsieur Ladame, Julien, présent. Monsieur Lahaye, Jean-Jacques. Monsieur Lambert, Hervé. Monsieur Lamotte, Patrick. Monsieur Lannes, Hervé. Madame Lefevrier, Patricia. Monsieur Lecat, Christophe. Monsieur Le Cerf, Lionel. Absent, visiblement. Monsieur Le Charbonnier, Louis. Excusez.
Monsieur Lerat Michel. Monsieur Leroux Jean-Pierre. Excusez, mais j'ai vu qu'il était remplacé par son suppléant, Jean-Pierre Martin. Monsieur Léveillé Frédéric. Présent. Monsieur L'Olivier Alain. Madame Louvet Nathalie. Monsieur Madec Boris. Présent. Monsieur Mallet Gilles. Il est là, il est là. Monsieur Marière Daniel. Madame Melchiori Catherine. Monsieur Melot Michel. Absent. Monsieur Menerol Jean-Louis. Madame Messager Brigitte. Excusez. Madame Michel Clotilde. Madame Monteggia Martine. J'ai pas d'infos. Ah, alors absente. Absente. Madame Morin Lucienne. Monsieur Noss Éric. Monsieur Picot Alain. Absent, pouvoir moi-même. Monsieur Prigent Jacques. Monsieur Rupert Roger. Madame Saucé Delphine. Monsieur Schneider Xavier. Monsieur Séjourné Hubert. Madame Anne-Charlotte Thierry. Monsieur Toussaint Philippe. Présent. Monsieur Vallée Serge. Excusez, pouvoir à Guy Frénéard. Monsieur Verrier Patrice. Monsieur Vielle Gérard. Et Monsieur De Vignerin Guillaume. Je ne le vois pas. Apparemment, il doit être absent. Merci, Julien, pour cet appel nominal. Alors, on a une délibération à passer avant d'aborder le sujet du contrat de relance et de transition écologique. Et je passe la parole à Philippe Toussaint pour commune d'Argentan et de Moulins-sur-Orne, la zone d'activité de la briqueterie. En fait, c'est une délibération qui est assez formelle, mais qui est indispensable. Donc, GRT Gaz, qui donc gère la distribution du gaz, a acquis sur les communes d'Argentan et de Moulins-sur-Orne un terrain destiné à pouvoir installer à ce qu'on appelle un poste à rebours, donc, qui permet de gérer la diffusion du gaz. Voilà, donc ça c'est une affaire qui a été bouclée en 2021, mais qui doit se suivre par une disposition qui autorise en fait GRT Gaz à utiliser un chemin d'accès, d'une part pour le passage des véhicules, etc., et dans le tréfonds pour le passage des canalisations. Et donc l'objet de cette délibération, c'est d'autoriser le président ou le vice-président délégué à signer les conventions appropriées. Et donc il y a une section, au point de vue cadastral, qui se situe, qui est la ZI 178 à Moulins-sur-Orne, dans le lieu dit Bellefosse, et puis Argentan, route de Falaise, section AO numéro 109. Voilà. Je crois que j'ai été aussi rapide et concis que possible, et ça permet en fait de compléter en fait le dispositif lié à l'installation de GRT Gaz. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. On va passer maintenant au point du contrat de relance et de transition écologique. Je vais rapidement vous rappeler... Il faut que tu éteignes parce que ça résonne. Merci. Rapidement vous rappeler le fait que le CRTE, c'est d'abord une déclinaison du plan de relance auprès des différentes collectivités, que ce CRTE présenté par l'État, il est une opportunité pour les collectivités locales d'être accompagnées dans leur développement territorial. Le périmètre du CRTE est bien défini puisque c'est le périmètre de l'intercommunalité. Et la mise en place de ce nouveau dispositif est concomitante finalement avec notre volonté, en allant un peu au-delà à nous, de pouvoir présenter et élaborer notre projet territorial partagé. Nous avons à ce titre bénéficié, dans le cadre de l'élaboration du CRTE, d'un accompagnement, et vous l'avez d'ailleurs, je pense, oui, à représenter à l'écran, l'accompagnement du bureau d'études Rouge Vif Territoire. Rappelez que à la fois les habitants et les maires de l'ensemble des communes ont été associés à la démarche. Les habitants, l'ensemble des habitants, à partir d'un questionnaire en ligne, et je tiens d'ailleurs à les remercier parce qu'on a eu plus de 480 réponses
ce qui peut paraître peu comme ça, mais finalement est visiblement assez conséquent par rapport à ce type de questionnaire. Et puis les maires, puisque nous avons le 5 juin dernier organisé d'ailleurs dans ces lieux une réunion toute une matinée sur des ateliers participatifs de concertation. Et ça a permis de pouvoir là aussi faire avancer à la fois l'identification du diagnostic et en même temps l'organisation même de ce CRTE. Malgré des délais qui, je le rappelle, ont été quand même très très courts, puisque la volonté de l'État était de pouvoir ficeler l'ensemble des CRTE avant le 14 juillet, et avec une proposition qui nous était faite il y a finalement quelques semaines, on a la présentation d'un contenu qui, ce soir, je crois, est à la fois qualitatif et qui permet d'identifier ce que doit être ce contrat de relance et de transition écologique. Alors, je voudrais rappeler quelques points importants en termes au niveau de ce contrat de relance et de transition écologique qui va nous être présenté par Bertrand Le Goff dans quelques instants. D'abord, il formalise des grandes orientations stratégiques du territoire. Et ça, je pense que c'est important, du territoire dans son ensemble. Et un certain nombre d'actions qui se déclinent de ces orientations stratégiques. J'attire votre attention sur le fait que le CRTE précise les projets qui sont des projets matures de la communauté de communes et des communes pour 2021. Donc, ne soyez pas étonnés et surpris si, dans le plan d'action tel qu'il est identifié, on a aujourd'hui plutôt une identification de ce qui doit être fait ou au moins lancé sur l'année 2021. Il y aura ce qu'on appelle une clause de revoyure pour les années qui viennent sur l'élaboration du plan d'action et évidemment ce qu'on y adjoint en matière de dépenses qui va avec le plan d'action. Donc c'est vraiment important parce que c'est pas parce que le projet qui est porté dans votre commune n'est pas forcément inscrit là dans le document tel qu'il est présenté que pour autant ce projet ne pourra pas être financé par ailleurs et ne rentrera pas potentiellement dans le CRTE sur 2022, 2023, 2024, etc. Le CRTE, on s'engage sur une période assez longue, puisqu'on est plutôt sur une logique où, a priori, on va être soutenu par l'État sur plusieurs années. Vous dire exactement combien, pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas, plusieurs années. Voilà, donc je pense que c'était important d'avoir ce petit rappel avant de commencer pour que chacun ait bien conscience. Normalement, vous avez tous reçu, en particulier les annexes 4 et 4 bis, qui vous permettaient aux uns et aux autres de pouvoir voir ce qui se passait sur vos territoires et si c'était bien relayé, relancé et visible. Et c'est pour ça que je voulais insister sur le fait qu'évidemment, sur l'année 2021, on a de la visibilité. Sur les années qui viennent, il y aura cette clause de revoyure. Voilà, je vais laisser la parole à Bertrand Le Goff, notre directeur général des services, pour qu'il puisse nous faire une présentation de ce CRTE en essayant à la fois d'être ramassé, mais en même temps assez exhaustif pour que, normalement, vous avez tous lu le CRTE, je n'en doute pas un seul instant, de la première à la dernière ligne, mais au-delà de cela, l'idée est que, justement, il puisse y avoir une présentation globale pour que vous puissiez, les uns et les autres, tous avoir les mêmes informations. Voilà, je passe la parole à Bertrand Le Goff. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, je vais essayer, durant environ 30 minutes, de brosser un peu le tableau du contrat de relance et de transition écologique et dans l'ensemble de sa constitution. Donc, pour rappeler simplement que le gouvernement a défini les enjeux du contrat de relance en étant d'associer d'abord, bien sûr, les territoires au plan de relance, et donc en priorité de favoriser l'investissement public de tous les privés sur tous les territoires. C'est aussi de soutenir les projets des municipalités, des collectivités tout au long du mandat 2021 et 2026. Et puis aussi, ils ont souhaité donner une autre approche, une approche différenciée, simplifiée de la décentralisation en définissant au travers de ce document, le contrat de relance,
une nouvelle façon de dialoguer entre l'État et les collectivités. Et puis enfin, c'est donc un outil qui sera privilégié par les services de l'État dans le cadre de la contractualisation. Alors, pour nous, ce contrat de relance et de transition écologique est une opportunité pour définir notre projet de territoire. On l'avait évoqué en début d'année 2021 comme étant un des projets de l'année 2021, d'ici la fin de l'année, de définir ce projet de territoire. Effectivement, le contrat de relance nous a permis de définir quelles seront les orientations stratégiques, les objectifs de notre territoire sur la durée du mandat. Et donc, c'est donc une feuille de route qui va se décliner tout au long de l'année 2021 et sur les 5 années qui suivent. Vous avez là les présentations des étapes d'élaboration. Il a fallu 3 mois, puisque en fait, on a lancé la démarche le 15 avril 2021 et on a eu le rendu de tous les documents qui étaient nécessaires pour la rédaction du CRTE à peu près vers le 15 juin, donc durant ces 3 mois. Donc ça a été un travail assez serré dans le temps, mais qui a été mené grâce aussi à l'implication de tous, bien sûr des élus, mais aussi, je le notais, de 2 agents des services, et notamment de Jean-Philippe Godfer et Édouard Rosner. Et puis aussi, et le président l'a évoqué, c'est aussi le bureau d'études Rouge Vif Territoire, notamment Madame Dorseus, qui nous a accompagnés durant ces quelques semaines et qui a rendu un travail de grande qualité. Alors, vous l'avez vu, le CRTE, en fait, il se décline à la fois sur un diagnostic, sur de la concertation, et puis définir des orientations. Et donc, je vais présenter de cette façon-là, c'est-à-dire que je vais d'abord évoquer les différents éléments de diagnostic. Comment nous avons traité le diagnostic? C'était un des points importants, et le gouvernement et les services de l'État nous ont rappelé d'emblée qu'il n'était pas nécessaire de relancer un travail de diagnostic sur le territoire, mais que nous avions toutes sortes de documents déjà de stratégies qui avaient été formulés au cours des différentes années, à la fois bien sûr le SCOT, le PCAET, les dossiers de candidature des petites villes de demain, les conventions OPA, etc., etc. Donc des documents, nous en avons, des diagnostics, nous en avons. Et puis nous avons aussi, bien évidemment, toutes les données cartographiques de la NCT et les données statistiques de l'INSEE. Et donc c'est ce travail-là qu'a fait notamment Rouge Vif Territoire, c'est-à-dire de compulser toutes ces données pour en ressortir une synthèse. Donc il y a là un gros travail, et donc on lui a transmis énormément de documents. Et puis bien évidemment, l'analyse des contributions qui ont été faites tout au long de ces 3 mois. Ce diagnostic, en fait, il va se décliner en 4 éléments, 4 transitions, les transitions démographiques et sociales, les transitions territoriales, les transitions économiques et les transitions écologiques et énergétiques. Et donc, à chaque fois, je vais prendre chaque transition, apporter des éléments d'éclairage en matière de synthèse, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez le document synthétique, vous avez le document avec tous les aspects chiffrés, etc. Je ne vais pas en revenir dessus, il fait une centaine de pages. Donc je vais revenir simplement sur les synthèses et les enjeux. Alors, pour démarrer, donc, la transition démographique et sociale. Donc, un territoire en perte d'attractivité démographique, la baisse de la population est de moins 0,4% par an entre 2012 et 2017. Dans l'Orne, on est à moins 0,46 et en Normandie à plus 0,05%. On a
aussi un vieillissement marqué. Il faut savoir que 3 habitants sur 10 seulement ont moins de 30 ans. Et puis une population qui est faiblement qualifiée, avec des problématiques d'insertion des jeunes, et plus de 20% donc, des jeunes de 15 à 24 ans ne sont ni en emploi, ni en formation à Argentan Intercom. Puis donc, bien évidemment, on ne peut pas faire de généralité, il y a des disparités selon les communes, et donc il y a des besoins qui sont très variables sur le territoire. Ces enjeux, donc, par rapport à ces quelques éléments marquants, sont bien sûr une action spécifique et transversale à mettre en place pour les populations en difficulté et isolées, afin de lutter contre les risques de précarisation, un accompagnement à la formation et à l'insertion des jeunes, et puis développer une offre adaptée pour renforcer l'attractivité du territoire et donc accompagner, initier l'arrivée de nouvelles populations et donc de réduire cette tendance au vieillissement. Concernant les transitions territoriales, donc vous l'avez vu, en fait, elles se déclinent en 3 sous-transitions, les services à la population, les mobilités et l'urbanisme et l'habitat. Alors, concernant les transitions territoriales des services à la population, bien évidemment, la présence d'une ville-centre, Argentan, qui concentre la majorité des équipements et structures du territoire, une offre de santé diversifiée, mais qui mérite d'être renforcée, une offre culturelle et sportive qui est particulièrement intéressante et dynamique, et puis, malgré tout, des services de proximité qui demeurent fragiles dans les communes rurales. On note aussi le fait que cette offre de services est peu accessible pour les plus fragiles, et notamment donc liée aux communes rurales. Une couverture numérique inégale selon les territoires. Et puis aussi, là, en matière de services à la population, on peut noter que depuis quelques années, des démarches ont été mises en œuvre pour permettre de renforcer l'offre de services. Bien sûr, sur Argentan, contrat de ville, action cœur de ville, mais aussi petite ville de demain pour les villes des couchers, les vallées et trains. Et puis, le dispositif de revitalisation des bourgs ruraux, donc qui va concerner trois communes, Rannes, Boussay, Gouffern-en-Auge, pour M, Felchambois. Donc des éléments de contexte qui sont sans surprise. Les enjeux par rapport à cela, c'est bien évidemment de maintenir les commerces de proximité en centre-bourg, qui sont des leviers de dynamisation du territoire. Il faut renforcer l'accessibilité aux services et aux différents équipements du territoire. Et dans le cadre de l'attractivité, c'est aussi la poursuite du déploiement du très haut débit sur le territoire. En matière de mobilité, nous avons un maillage routier structurant qui permet d'accéder aux différents pôles voisins de la communauté de communes. Argentan est un nœud ferroviaire. Nous avons des flux de déplacement domicile-travail qui sont majoritairement internes au territoire. Il faut savoir que plus de 70% des flux se font à l'intérieur du territoire d'Argentan Intercom et qu'ils sont principalement utilisés via la voiture, puisque 79% des déplacements se font en voiture. La pratique du vélo est très faible, puisque c'est 1,6% des domiciles, des déplacements domicile-travail. Les réseaux de transport en commun, eux, c'est 2,1% des déplacements domicile-travail. Donc, vous voyez, quand même une fort enjeu en matière de déplacement avec la voiture comme outil principal.
les enjeux, eh bien, ça va être bien sûr l'offre de transport en commun qu'il va falloir développer en ouvrant différents systèmes de transport sur l'ensemble du territoire. Cela va être notamment possible, puisque depuis le 1er juillet, Argentan Intercom a pris la compétence mobilité, et donc dans les prochains mois, les prochaines années, un déploiement de nouveaux transports sera proposé. On va aussi on aura à développer le réseau cyclable, et puis en lien avec l'offre de transport en commun, c'est aussi améliorer l'offre de mobilité alternative. En matière d'urbanisme et d'habitat, une prépondérance d'espaces agricoles, 85% du territoire est occupé par des terres agricoles, une urbanisation qui se poursuit majoritairement en extension, et qui est marquée selon les communes, on est à plus 5% sur Renay, plus 1,7% sur Nessy, Sarceaux, Argentan. Un territoire qui est couvert par plusieurs documents supra-communautaires. Bien sûr, nous avons le SRADET de Normandie, la région Normandie, nous avons le SCOT du pays d'Argentan, d'Auge et d'Ouche, mais nous n'avons pas aujourd'hui un PLUI unique, commun à l'ensemble du territoire. Ça fait partie des priorités pour 2020, à partir de 2022. Un parc de logements qui augmente plus vite que les ménages, que le nombre de ménages, et une vacance qui est élevée, mais qui est malgré tout en diminution. En 2012, il y avait 7,5% de taux de vacances. Et alors, je pense qu'il y a un souci, il doit y avoir une permutation entre les chiffres. En tout cas, en diminution. Et une situation là aussi assez disparate selon les communes. Et bien évidemment, mais là il n'y a pas de surprise aussi, un parc de logement social très important, 20% en 2017, mais dans ces 20%, en fait, 90% des logements sociaux se trouvent sur Argentan, la ville d'Argentan. Enfin, un parc de logements ancien, plus de 30% des logements ont été achevés avant 1946. Alors, par rapport à cet urbanisme et habitat, quels sont les enjeux? Bien évidemment, la préservation du cadre de vie, de l'environnement, du caractère rural du territoire. Bien évidemment, la revitalisation et la dynamisation des centres-bourgs. L'amélioration de l'offre de logement pour rendre plus attractif et l'adapter aux besoins des ménages. Et puis, dans le même temps, effectivement, lutter contre la vacance pour l'améliorer, l'accès au logement sur l'ensemble du territoire. Concernant la transition économique, alors une dynamique d'emploi en baisse depuis plusieurs années, identique à la tendance que l'on voit dans l'Orne et en Normandie. Pour autant, notre territoire est pourvoyeur d'emplois pour ses habitants, puisque il y a 1,027, donc plus de 1 emploi pour un actif à l'échelle d'Argentan Intercom, avec un taux de chômage élevé qui continue d'augmenter, un tissu économique à dominante tertiaire, 68% des établissements et 73% des emplois, et composé majoritairement de petites et moyennes entreprises. Il y a à peu près 84% des entreprises qui ont moins de 10 salariés. On connaît pour autant des métiers en tension et difficulté de recrutement, donc c'est une ambiguïté par rapport à cette question d'emploi et de chômage, puisqu'il y a un certain nombre d'emplois où les entreprises peinent à trouver, les employeurs peinent à trouver
On parle des aides-soignantes, des agents d'entretien, des infirmiers, d'ouvriers qualifiés, des industries agroalimentaires, de l'emballage, des manutentionnaires, etc. Et donc, aussi, c'est important, parce qu'on le verra plus tard sur l'image qu'ont les habitants de notre territoire, c'est que l'industrie est encore pourvoyeuse d'emplois, puisque 13% des emplois provient de l'industrie, bien avec des entreprises dans le domaine notamment de l'agroalimentaire, ISCO, mais aussi sur l'industrie de construction de machines, MFTech ou Magneti Marelli. Une agriculture en mutation, avec un secteur qui évolue en partie avec une baisse du nombre d'exploitations et avec une évolution des pratiques agricoles. Un patrimoine naturel, historique et agricole qui est un facteur d'attractivité pour notre territoire, notamment en matière d'activité touristique, et donc un développement, un levier aussi pour le développement du tourisme durable. Bien évidemment, l'identité équestre est très forte, et notamment avec la présence du haras national du pin. Le secteur du BTP constitue une forte filière avec un potentiel important, notamment en lien avec la rénovation énergétique. Et puis, bien évidemment, le fait que Argentan est sur un positionnement stratégique en matière de nœuds ferroviaires, de nœuds routiers, la logistique et le transport constituent une filière d'avenir sur notre territoire. En matière d'enjeux, donc, une amélioration de l'offre de formation afin de répondre aux besoins de recrutement des entreprises du territoire, donc faire le lien entre aujourd'hui offre et demande et d'éviter ce décalage. Une définition d'une stratégie économique pour renforcer le tissu économique existant et puis valoriser les entreprises et les filières et entreprises locales. Dernier élément de transition, les transitions écologiques et énergétiques. Des espaces naturels variés qui traduisent une biodiversité riche, des espaces naturels remarquables protégés et reconnus, bien sûr le parc Normandie-Limed, un territoire qui est soumis aux risques naturels et qui vont encore plus s'amplifier dans les prochaines années avec le dérèglement climatique, une importante ressource en eau de surface et souterraine, mais on note une qualité de l'eau médiocre et donc qui va nécessiter des actions de préservation de la ressource. Pour autant, le caractère rural du territoire en fait un possible puits à carbone, notamment par le biais des prairies permanentes, des cultures et des forêts. Une consommation d'énergie en baisse à l'échelle du territoire, inférieure à la moyenne de la Normandie. Bien sûr, 3 secteurs fortement consommateurs d'énergie. 35% de la consommation d'énergie, c'est le résidentiel. Puis après, transport routier, 32%. Et 26%, l'industrie. Un territoire qui reste dépendant fortement des énergies fossiles, mais il faut noter que nous sommes en augmentation de la production d'énergie renouvelable, qui aujourd'hui d'ailleurs, c'est indiqué 15%, mais on est au-delà de 25%, je pense qu'on est même à 28%, voilà. Contre 7% pour la Normandie. Nous sommes un territoire en pointe à ce niveau-là. Un territoire engagé aussi depuis plusieurs années en faveur de la transition écologique. Nous avons mis en place plusieurs programmes. Argentan Intercom a un service dédié à l'urgence climatique
et au développement durable. Et puis nous avons mis en place un certain nombre d'actions qui vont perdurer ces prochaines années. Donc bien évidemment, faire de la transition écologique un levier transversal des politiques communautaires. Donc bien évidemment, ça rentre pleinement dans ce contrat de relance et de transition écologique. Renforcer les actions en faveur de la réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Valoriser et préserver le patrimoine naturel local. Poursuivre le développement des énergies renouvelables et de récupération. Enclencher une dynamique de relocalisation de l'alimentation et élargir les actions d'économie sociale et solidaire à l'ensemble de la communauté de communes. Alors, c'est la fin là, de la partie diagnostic. Voilà, j'étais un peu rapide, je m'en excuse, mais vous avez toutes les précisions dans les documents. Quelques constats, donc, voilà, sans grande surprise pour vous, mesdames, messieurs les élus qui connaissez bien votre territoire. Je pense qu'il n'y a pas de choses surprenantes. L'intérêt, bien sûr, du diagnostic, c'est que c'est une photographie à un instant T. Et donc déjà, cette photographie, depuis qu'elle a été prise, elle a évolué. Un certain nombre de chiffres ont évolué. On a, pour certains éléments, on le sait peut-être amélioré. Pour d'autres, hélas, la tendance reste toujours la même. Mais ce diagnostic, il est important parce qu'on va pouvoir maintenant le mettre en fait en face de ce que la population nous a renvoyé au moment de la concertation. Et donc on passe à la concertation. Rapidement, cette concertation, ça a d'abord été, et Monsieur le Président l'a évoqué en début de conseil, c'est la partie de la concertation auprès des élus, auprès bien sûr des vice-présidents, auprès des maires, et puis au cours d'un certain nombre de comités de pilotage et puis d'échanges que ce soit Rouge Vif Territoire a pu avoir avec un certain nombre d'entre vous. Et puis aussi de partenaires du territoire, et notamment la sous-préfecture, la direction développement du territoire de la préfecture de l'Orne, le pays, voilà, qui a permis d'enrichir aussi les échanges. Mais bien évidemment, le point important, et c'était un élément que nous avions souhaité quand nous avons souhaité être accompagnés par l'ANCT, donc l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui nous a donné la possibilité d'avoir gracieusement, sur la base d'environ 20 jours d'études, donc le bureau d'études Rouge Vif Territoire. Il y avait deux axes de travail pour Rouge Vif Territoire. C'était d'abord faire ce diagnostic, et puis ensuite conduire une consultation auprès des citoyens. Alors, elle a été faite au cours du mois de mai 2021. Il y a eu un questionnaire en ligne. On a essayé au maximum de le faire connaître, de passer par vous, mesdames, messieurs les maires, même l'ensemble des conseillers municipaux des 49 communes, donc les 600 conseillers municipaux ont été personnellement destinataires du lien pour accéder à ce questionnaire. Donc, il y a eu 480 questionnaires habitants qui ont été recueillis et traités. Quand nous en avions parlé avec Madame Dorseus en début, elle nous avait dit « Oh, ça sera bien si vous arrivez à 400. Ça sera vraiment une bonne chose. 300, 400, voilà. » Donc, nous avons été plutôt satisfaits en à peu près 3 semaines d'avoir 480, avec, vous le voyez, une participation, je dirais, équilibrée. 51% étaient des hommes, 49% des femmes. Et puis donc, environ 45% des participants avaient entre 41 et 60 ans et plus. Globalement, l'ensemble des communes ont participé, en tout cas des habitants des communes ont participé. Il y a
quelques taches blanches. Bien évidemment, une des difficultés était que ce questionnaire était en ligne, qu'il n'était pas prévu de faire de questionnaire papier, ce qui aurait demandé beaucoup plus de temps et de traitement. Mais un jour peut-être, nous irons sur ce type de questionnaire. Je vais passer rapidement sur les questionnaires, sur les éléments de réponse. Alors, oui, ce n'est pas très lisible et je m'en excuse, mais ça a été des copier-coller. Ce qu'il faut retenir, en fait, la question était comment jugez-vous la situation sur le territoire d'Argentan Intercom, et donc en termes, et puis il y avait un certain nombre d'items. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que globalement, l'image renvoyée par les habitants est plutôt négative sur deux aspects. Le premier aspect, donc, c'est les services de santé et d'accès aux soins. C'est-à-dire que c'est là où vous voyez la barre bleue où on est, c'est peu ou pas satisfaisant, et la plus élevée. Lorsque c'est un bleu, on ne voit pas trop, mais autrement, il peut y avoir des barres bleues qui sont un peu plus longues, mais c'est surtout parce que beaucoup ne se prononcent pas. Mais vous voyez, là, les services de santé et d'accès, c'est vraiment une image très négative. Et l'autre point, c'est tout en bas, où vous avez offre d'emploi, où là aussi, vous avez plutôt une image négative. Et donc, vous voyez, c'est bien là, l'on pointe là, cette sorte de décalage, puisque le diagnostic, l'état des lieux, montre que, en termes de services de santé, il existe. Alors, bien sûr, il doit être renforcé, il doit être préservé, renforcé, et peut-être sur certains territoires développés, mais globalement, il y a des services de soins et de santé. Et puis, l'autre point, sur l'offre d'emploi, même chose, il y a de l'emploi, et pour autant, les habitants ont plutôt une image plutôt négative de considérer que aujourd'hui, sur notre territoire, il n'y a pas suffisamment d'offres d'emploi. Et donc, on le voit bien. Comment jugez-vous, là, on n'est pas sur une instant T, mais l'évolution du territoire. Et là encore, même chose, ils vont l'être tout le temps, assez cohérents dans leur réponse, c'est que c'est l'emploi et l'accès aux soins qui, pour eux, il n'y a pas d'évolution et que l'évolution, elle est même négative en ce sens. Quels sont pour vous les deux principaux atouts du territoire? Et donc, principalement, et c'est la ligne tout en bas, il y a eu 352 réponses pour dire c'est le cadre de vie et l'environnement, c'est la situation géographique, c'est le coût du foncier, c'est le patrimoine, c'est l'offre sportive, voilà, globalement l'encadré vert. Et là encore, qu'est-ce qui donc n'a pas beaucoup d'offres, pas beaucoup de réponses? L'offre de formation, le tissu économique, l'emploi. Et donc, il y a quelques phrases, puisque vous saviez, les participants pouvaient répondre et écrire. Vivre à la campagne à proximité tout en pouvant avoir un éventail d'associations sportives, proximité de la mer, de la capitale régionale, de Paris, au cœur d'une richesse patrimoniale mal mise en valeur. A contrario, même critère, mais là on demande les deux points faibles, et là on retrouve l'emploi et le tissu économique, qui sont vraiment considérés comme des très gros points faibles, une population négative, beaucoup de chômage, très peu d'emplois à pourvoir, pas d'avenir pour les jeunes diplômés, et pour autant, je vous l'ai dit, en termes de diagnostic, aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont des emplois et ne trouvent pas réponse à ces offres d'emploi. Il y a donc là un décalage entre l'image et la situation réelle. Il faudra. Alors, quelles sont pour vous les priorités que doit se fixer le territoire? Pas de secret. Favoriser le développement d'activités créatrices d'emplois, l'accueil d'entreprises, dynamiser le commerce de proximité, améliorer l'accès aux soins. Donc vraiment, deux items, l'emploi et la santé, qui sont très fortement marqués par la population. Quel territoire souhaitez-vous?
à l'horizon 2031. Donc, il devait choisir, il devait mettre en priorité. On devait classer 1, 2, 3, 4, ces 4 propositions. Et la proposition qui vient en tête, c'est le fait de dire, là encore, un territoire dynamique et attractif, favorisant l'accueil des entreprises et la création d'emplois. Alors, voilà, de tout cela, le travail, je dirais, de diagnostic. Le diagnostic, bien évidemment, a été à la fois la partie de l'état des lieux du territoire, mais aussi donc de cette concertation. Puis ensuite, on a travaillé avec Rouge Vif Territoire, avec les élus, de manière à brasser toutes ces informations-là, et puis, effectivement, d'en ressortir 4 orientations stratégiques. Ces 4 orientations stratégiques qui vont devenir les 4 orientations stratégiques du projet de territoire partagé. Donc, on va s'appuyer, bien évidemment, sur ces 4 orientations. Alors, elles sont, en fait, et le Président l'a rappelé tout à l'heure, c'est que ces orientations stratégiques, elles sont pour le territoire. Et le territoire, c'est le PCI, Argentan Intercom, et les 49 communes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas que liées à Argentan Intercom, que liées à ses compétences, mais bien à l'ensemble du territoire. Voilà un peu les grandes priorités, les grandes ambitions du territoire. Avec à chaque fois donc, 4 orientations qui vont à chaque fois se décliner en 2 objectifs et ensuite un certain nombre de sous-objectifs. Donc, l'orientation numéro 1, un territoire exemplaire en matière de transition écologique. Il y avait une certaine logique dans le contrat de relance et de transition écologique à trouver cette orientation, d'autant plus qu'on l'a vu, le territoire d'Argentan Intercom est plutôt moteur à ce sujet. Une deuxième orientation, un territoire solidaire et accueillant. Troisième orientation, un territoire dynamique et attractif. Et puis, un peu en fil rouge et donc en transversalité, affirmer le positionnement d'Argentan Intercom. Et là, on va devoir travailler sur l'image de notre territoire, puisqu'on voit bien qu'il y a un décalage par rapport à la population. Alors, pour chaque orientation, donc, vous avez dans le contrat de relance et de transition écologique, le rappel donc, des objectifs, puis ensuite des sous-objectifs. Si vous le permettez, je vais passer. Vous les avez dans les documents. L'objectif 1 de l'orientation 1, c'est conforter la labellisation d'Argentan Intercom comme un territoire de transition énergétique. C'est un enjeu majeur de l'intercommunalité, mais de l'ensemble du territoire. Le deuxième objectif de cette orientation, c'est de protéger et valoriser le patrimoine naturel garant de la qualité de l'environnement et du cadre de vie, et donc avec un point important lié donc, effectivement, à la biodiversité, à l'agriculture durable, à l'environnement et à notre paysage. Donc, tous ces aspects doivent être préservés, doivent nous permettre d'avancer aussi sur ces sujets-là. L'orientation 2, un territoire solidaire et accueillant. Et donc l'objectif numéro 1 de cette orientation, c'est de définir une politique de développement et d'accueil équilibrée et différenciée. La question du logement, on l'a vu qu'en matière de diagnostic, nous avions des progrès à faire. En matière de mobilité, et donc bien évidemment, logement, mobilité, c'est le maillage de notre territoire avec une offre de services qui permettent à tous les habitants de trouver en proximité, peut-être avec du transport, mais un service de qualité.
C'est aussi favoriser l'inclusion sociale et la solidarité. Et là, bien évidemment, les jeunes et les personnes âgées, les jeunes pour les accompagner dans le développement de leurs projets, que ce soit leur projet d'emploi, que ce soit lié à de la formation, mais aussi lorsque eux-mêmes ont des projets de création. Et puis c'est un point important, on a de fait le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population, c'est aussi permettre que toutes ces personnes âgées puissent vieillir, je dirais, durablement chez elles. Là en proximité. L'objectif 3, un territoire dynamique, attractif, favorisant l'accueil et l'entreprise et la création d'emplois. Pérenniser le tissu économique et l'emploi. Donc, on doit s'appuyer sur les filières économiques locales, les développer et accompagner leur mutation. On doit bien sûr conforter le tissu commercial et artisanal sur l'ensemble du territoire. Et puis, c'est l'offre de formation. L'offre de formation, puisque pour qu'il soit bien cohérent aujourd'hui avec l'offre d'emploi. Deuxième objectif, valoriser les potentiels touristiques, culturels et sportifs, conforter la stratégie touristique du territoire. Il y a quelques semaines a été présenté le schéma touristique d'Argentan Intercom. Ça répond aussi à cette stratégie. Et puis promouvoir la culture et le sport comme levier d'attractivité et comme levier d'attractivité, d'éducation et de lien social. Enfin, sur l'orientation transversale, construire et porter une image positive commune. Il faut valoriser les atouts d'Argentan Intercom, faire de l'innovation un principe d'intervention, et puis faire des habitants et des acteurs locaux des ambassadeurs du territoire. Il faut absolument que cette image un peu négative se transforme dans les années à venir, parce que c'est les habitants du territoire qui font venir des amis, de la famille, qui font venir de l'activité. Et donc c'est important qu'on y travaille. Enfin, fédérer et mobiliser les communes, acteurs, les habitants et acteurs du territoire, la gouvernance intercommunale. D'ici la fin de l'année sera voté le pacte de gouvernance, promouvoir la participation citoyenne et puis développer des partenariats avec les acteurs locaux et les territoires voisins. Donc, pour conclure, le document contractuel que vous avez reçu par petits bouts, puisqu'il y a des documents qu'on a finalisés en dernière minute, il comprend bien sûr le contrat de relance et de transition écologique, le document qui sera donc signé demain par Madame la préfète, avec un certain nombre d'annexes, notamment les tableaux numéro 4 et numéro 4 bis, les projets d'action matures et les projets d'action, tableau d'action projet. Il y a aussi une convention financière annuelle pour 2021 et puis son tableau financier. Convention financière qui sera signée aussi demain matin. Cette convention financière, en fait, c'est le document que vous allez retrouver tous les ans. Ça veut dire que dès décembre 2021, nous allons travailler sur la convention financière 2022. Et ça veut dire que petit à petit, des actions projets vont devenir actions matures et nous allons les inscrire à chaque fois dans les nouvelles conventions. Il est important de dire qu'il y a des actions qui se trouvent dans les tableaux et d'autres qui ne s'y trouvent pas. Ce n'est pas pour autant que ces actions ne vont pas être financées dans le cadre des financements classiques de l'État, par exemple, des ETR et de SIL. Ça veut dire que ces actions, tout simplement, ne correspondent pas aux orientations
du CRTE, et donc n'apparaissent pas là, mais le moment venu, les collectivités pourront déposer des dossiers, ça va de soi, ils pourront être financés. Il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, une obligation que tout passe par le CRTE. Et donc, c'est ce document que vous avez, ça c'est le tableau des actions matures, donc qui font l'objet de fiches actions et de la convention financière pour 2021. Et vous avez vu aussi d'ailleurs que dans le document, le tableau action projet, il y a des fois des regroupements, hein, on a fait exprès, c'est-à-dire que autrement on aurait eu X lignes, quand on a considéré par exemple qu'il y avait beaucoup d'actions sur la revitalisation, l'aménagement des centres-bourgs, on n'en a fait qu'une action projet qui, bien évidemment, à mesure qu'elle deviendra mature, elles viendront des fiches actions spécifiques pour être dans la convention financière. Voilà, merci de votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop long. Bien, d'abord, je voudrais, j'en suis sûr, en votre nom à tous, remercier Bertrand Le Goff, d'abord pour la présentation à la fois synthétique et claire, hein, et je pense que c'était important, et puis le remercier aussi vraiment parce que depuis le 15 avril, il est très mobilisé, et il l'a dit d'ailleurs avec Jean-Philippe Godefert et avec Édouard Rossner, pour parvenir à ce que ce contrat de relance et de transition écologique puisse aboutir dans les délais serrés, contraints, qui nous étaient impartis. Et je tiens vraiment à le remercier parce qu'il a porté de manière forte l'écriture et le travail de ce CRTE. Et je crois que c'était important que ça soit aussi rappelé à l'ensemble des élus, parce que je crois que notre directeur général des services a montré là aussi toutes ses qualités. Alors, bien évidemment, à partir de ce qui a été évoqué dans le cadre de cette présentation du CRTE, je vais évidemment ouvrir la discussion et le débat sur des remarques, des propositions, des choses qui peuvent être éventuellement évoquées. Et puis, nous aurons ensuite à nous prononcer collectivement sur cette présentation du CRTE. Alors, j'ai vu une main se lever dans le fond. Yannick Joadet, à qui je vais passer la parole. Oui, bonjour à tous. Sans vouloir lancer un débat, ce n'est pas du tout mon propos, mais par rapport au... Moins fort ? D'accord. Donc, rappeler quelques vérités paradoxales par rapport aux perceptions qu'on a vues dans cette enquête et que je partage pour l'entendre trop régulièrement. Sur le taux de chômage, il était indiqué qu'il augmentait. Alors, en fait, le taux de chômage sur la zone d'Argentan, qui correspond aussi à peu près au canton, il faut le savoir, et donc je profite que tous les élus soient là, il est de 7%. Quand en Normandie ou en France, il est de 7,7%. Il était supérieur au taux de chômage normand et en France avant 2015. Et depuis 2015, on a toujours été au-dessous. Il a augmenté jusqu'à 8% en décembre de l'année dernière et il est redescendu donc à 7%. Voilà, donc la situation est loin d'être pire que celle qu'on pourrait le penser. Par rapport aux offres d'emploi, je regardais, il suffit d'ouvrir le site pôle emploi.fr, il y a 1686 offres, 30 km autour d'Argentan. Donc en effet, il y a des offres d'emploi qui ne trouvent pas forcément preneur. Alors on nous dit souvent, oui, mais ce sont des offres qui sont peu rémunératrices ou ce genre de choses. Plus de la moitié, ce sont des CDI. Et quand on regarde les offres de Pôle emploi, plus de 78%, ce sont des temps pleins. Voilà, donc encore une fois, des indications, je pense qu'il faut qu'on ait tous en tête pour que justement les habitants sachent aussi ça et une autre perception. Donc le problème, en effet, souvent, c'est un dysfonctionnement entre la qualification réclamée par les employeurs et puis la qualification des personnes qui sont inscrites. Et la vraie difficulté, je pense, c'est la mobilisation, l'incitation de cette population à se former.
Voilà, donc c'était juste une intervention pour dire aussi qu'il y a des choses quand même qui sont positives sur ce territoire, pas seulement la qualité de vie qu'on a. D'autres remarques, questions, propositions? Isabelle Baucher. Oui, d'abord, bien entendu, je voulais saluer le travail et puis saluer le fait que l'intercommunalité s'engage dans ce contrat de relance et de transition écologique grâce auquel nous allons pouvoir bénéficier de financements d'État pour mettre en œuvre un certain nombre de nos projets. Juste, je me permets deux questions qui sont liées à la présentation qui a été faite et aux documents que j'avais pu lire auparavant. Dans l'enquête qui a été proposée à la population, vous l'avez d'ailleurs souligné, c'est l'accès à l'offre de soins qui revenait en numéro 2 après la recherche d'emploi et les propositions de travail. Or, dans les orientations et les objectifs tels qu'ils sont pour le moment formulés, ça n'apparaît, à mon avis, presque pas, puisque la seule formule qui semble sous-entendre qu'on va essayer de travailler l'accès aux soins, il me semble qu'elle est associée uniquement à la vieillesse. Les services pour la vieillesse, mais l'accès aux soins, ça concerne tout le monde, y compris les pédiatres, y compris les médecins, enfin les spécialistes, pour tout le monde. Donc je voulais savoir si ces orientations transversales et les objectifs pouvaient être amenés à évoluer au fil des années, ou si c'était un cadre qui était celui dans lequel nous allions être contraints de travailler. Et là, je regrette que la dimension sanitaire, santé, ne soit pas évoquée. Et puis, deuxième remarque, deuxième question, mais je ne sais pas si c'est directement lié. On a sur table un document annexe. Il est lié au contrat de relance. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, il y a 3 orientations stratégiques. L'orientation 1, territoire exemplaire en matière de transition écologique. La 2, territoire solidaire et accueillant. Et la 3, territoire dynamique et attractif. Et je m'étonne, mais vous allez m'expliquer certainement, que l'orientation 1, c'est-à-dire la transition écologique, ne soit pas mentionnée dès lors qu'il s'agit de rénovation de bâtiments ou de construction de bâtiments. Par exemple, quand vous parlez du gymnase Pelchat, du stand de tir, du centre de secours ou même de l'hôtel de ville et d'autres, on parle d'attractivité du territoire, mais on n'évoque pas la dimension transition écologique, alors que ça va apparaître sur d'autres bâtis. Donc je voulais savoir pourquoi certains bâtis prenaient en compte la dimension transition écologique et pas d'autres, alors qu'on est quand même sur du neuf, voilà, ou de la rénovation. Alors, deux éléments de réponse. Concernant l'offre de soins, même si elle apparaît en effet comme étant, de par la population, une faiblesse, ce qui est assez étonnant quand on regarde les questions, c'est que on ne le retrouve pas dans ce qui n'apparaît pas comme une force. C'est-à-dire que si vous avez bien regardé d'ailleurs les documents, autant l'emploi, on le retrouve dans les deux côtés, c'est-à-dire à la fois comme une faiblesse et comme une non-force, si je peux employer ce terme-là, autant ce n'est pas le cas pour la santé. C'est-à-dire qu'on ne le voit apparaître que dans ce qui peut représenter une faiblesse, mais pas comme une non-force. Voilà, donc c'est déjà un premier point. Deuxièmement, sur toute la stratégie liée à l'offre de soins, elle est intégrée dans une logique, y compris d'attractivité, puisque l'attractivité des populations, l'attractivité des emplois, l'attractivité des professions, évidemment, c'est bien entendu, entre autres, est destiné évidemment aux professions de santé. Voilà. Donc,
c'est pas parce que c'est pas écrit, j'allais dire, de manière très littérale et précise, que pour autant, ça ne s'intègre pas. Je passe au deuxième sujet parce que je pense que c'est la même chose. La transition écologique, elle est intégrée, y compris d'ailleurs comme, même si on l'a volontairement détachée, puisqu'on ne sait pas l'orientation transversale, qui est plutôt le positionnement d'Argentan Intercom, donc c'est une orientation ciblée en tant que telle, sauf que c'est une orientation qui se décline sur toutes les politiques. La transition écologique. Et donc, évidemment, c'est pas parce que c'est pas écrit sur les différents documents précis concernant les bâtis, mais bien entendu, c'est intégré et travaillé dans cet état d'esprit. J'en veux pour preuve un point qui n'est pas forcément d'ailleurs évoqué, mais qui est très important, y compris pour notre territoire et pour la transition et énergétique et écologique, c'est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Parce que là, justement, les effets leviers, ils sont sur ce sujet-là, ils concernent directement les propriétaires, directement les habitants, et que, justement, c'est un des outils qui est à notre disposition pour pouvoir travailler sur la transition énergétique et écologique sur le territoire. Donc, voilà, je pense qu'il faut d'abord bien considérer que le travail qui a été mené un peu à la hussarde est évidemment assez complet, mais il y a en effet peut-être quelques petits points à ajouter ou à faire évoluer, qui auront d'ailleurs l'occasion de pouvoir évoluer, y compris dans le cadre de la clause de revoyure, sur des sujets, parce que 2022, 2023, 2024, etc., on aura aussi à réidentifier les sujets tels qu'ils sont posés. Alors, évidemment, pas globalement les orientations stratégiques, parce que là, on est plutôt sur une ligne directrice cohérente et globale à décliner, mais sur les sous-thèmes, sur les fiches actions en tant que telles, pour que ce soit peut-être plus visible, lisible, et là encore. Mais je pense que pour la prochaine étape, on aura beaucoup plus de temps que ce qui a été fait là en quelques semaines très resserrées, puisqu'on n'a même pas eu 3 mois. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou questions sur ce sujet? Philippe? Moi, juste une petite observation. Je pense qu'il faut que le tableau 4 bis, c'est-à-dire l'annexe sur les actions projets, soit en conformité avec le cahier qui s'appelle le contrat. Et malgré tout, je signale que sur les centres de bourg, vous avez une liste dans le contrat qui n'est pas reprise dans le tableau 4 bis. Donc je souhaite qu'il y ait une cohérence entre les deux. Ça va être fait pour demain matin sans problème. Ça marche. Ceci concerne les centres de bourg. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? D'autres remarques? Non? Bien. Alors, s'il n'y en a pas, je vais évidemment mettre aux voix cette approbation du contrat. Je vous rappelle qu'il est proposé au Conseil communautaire à la fois d'approuver le contrat de relance et de transition écologique avec l'État, d'autoriser le président à signer ce contrat et la convention financière relative à l'année 2021 et d'autoriser le président à signer tous les documents afférents à cette affaire. Voilà, que les choses soient bien claires et bien précises. Donc sur cette délibération, je la mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Voilà. Et puis, encore une fois, merci aux services qui ont beaucoup travaillé sur ce dossier et qui ont, en un temps assez réduit et assez record, produit un document qui est vraiment un document de qualité qui, certes, est toujours améliorable, bien entendu, mais qui est un beau document de qualité. Voilà, avant qu'on ne se quitte, je voulais vous apporter quelques informations et quelques précisions donc, sur le pacte de gouvernance. Vous vous rappelez, ça a été évoqué la semaine dernière en bureau, mais je veux l'évoquer à l'ensemble des élus et en particulier à l'ensemble des maires. On avait évoqué le fait qu'on passerait ce soir le pacte de gouvernance dans le cadre du vote du Conseil communautaire. Or, il s'avère, vous savez, c'est selon les situations, on va d'abord dans les communes, après à l'interco, ou d'abord à l'interco, après dans les communes. Et bien là, il faut que le pacte de gouvernance soit d'abord voté dans le cadre
des communes avant de revenir au conseil communautaire pour être définitivement voté. Mais, c'est là où je veux que vous soyez informés. Il y a un délai de 2 mois. On est le 6 juillet. Si on vous l'envoie demain matin, vous avez jusqu'au 7 septembre. Ça va être un peu court. Et donc, on part du principe qu'on va plutôt vous l'envoyer à la fin du mois d'août, ce qui restera tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre. Et on passera, puisqu'on a 2 mois pour délibérer, et on passera en conseil communautaire en novembre. Voilà. Comme ça permet d'être plus tranquille, parce que je me doute bien qu'en juillet et en août, vous allez, pour les uns et les autres, pour faire de réunions de conseil municipal. Donc, en septembre ou en octobre, il faut absolument que vous puissiez passer cette délibération pour qu'on puisse la valider au mois de novembre. Un petit point de calendrier. La conférence des maires aura lieu le 2 septembre à 18h et le conseil communautaire aura lieu le 21 septembre à 18h. Normalement, il n'y a pas trop de surprises, mais voilà, je voulais le rappeler. Et puis, je vais juste demander aux membres du bureau s'ils veulent bien rester 5 minutes de plus, hein, parce que j'ai un petit point à voir avec eux. Pour toutes les autres, eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances, j'espère bien reposantes, car nous rattaquerons dès le début du mois de septembre au niveau de l'intercommunalité. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.